Bonjour, alors donc moi je suis chirurgien orthopédiste à la clinique du sport, donc je suis principalement chirurgien du sport, membre inférieur, et je vais vous parler un peu de mon expérience et de comment on gère un peu toutes ces douleurs. Alors je vais reprendre une définition que vous connaissez probablement toutes et qui vont être redites également par mes autres intervenants, mais j'insiste sur la douleur qui survient après une intervention chirurgicale. Donc c'est nous chirurgiens qui générons en quelque sorte cette douleur, qui persiste plus de 2 mois après une intervention chirurgicale. C'est le temps de la cicatrisation. On considère qu'il faut à peu près 6-8 semaines pour que ça cicatrise. Si on a des douleurs post-opératoires, c'est le chirurgien qui est localisé au niveau du site chirurgical, toujours le chirurgien. Et enfin, ça a un impact sur la qualité de vie, on le verra après avec notamment la psychologue, et sans autre cause, c'est-à-dire qu'on a éliminé les problèmes de chirurgie. Et c'est relativement fréquent, puisque dans la littérature, c'est entre 10 et 30%, parfois un peu plus, avec même parfois 5% de douleurs sévères. Ça existe dans toutes les chirurgies, probablement plus dans la chirurgie thoracique, dans la chirurgie mammaire, la chirurgie du sein, la sternotomie, mais nous également en orthopédie, on rencontre cette pathologie dans les PTH, PTG. La greffe iliaque, vous connaissez tous, quand on fait des greffes pour des problèmes de rachis, on prévient surtout le patient, vous allez avoir mal au niveau de la crête, au prélèvement, mais pas tellement au niveau du geste chirurgical. Donc tout ça, il faut le connaître. La définition aussi de la douleur chronique post-opératoire, c'est souvent des douleurs neuropathiques, mais c'est aussi des douleurs nociceptives, l'inflammation créée par le geste chirurgical, les douleurs mixtes, quand il y a des douleurs neuropathiques et mixtes, et l'algodystrophie, on en parlera rapidement. Et donc, il y a une relation claire entre les douleurs post-opératoires précoces, notre geste chirurgical, et le risque de douleur chronique. Et il y a même des signes à risque, et nous, on les connaît, une intensité de la douleur plus élevée que celle attendue pour la chirurgie. Un exemple, une arthroscopie, ça fait pas mal. On fait 150 000 arthroscopies par an en France. C'est une chirurgie qui est considérée comme bénigne. Ça ne doit pas faire mal. Attention, une douleur importante. Une décroissance de la douleur qui est lente. Une chirurgie post-opératoire, ça fait mal 12-24 heures, et puis après, ça doit décroître en fonction de la chirurgie. Point de vigilance si ça met du temps. Et des caractéristiques précoces de douleur neuropathique qui sera développée. Donc l'objectif du chirurgien, c'est de prévenir cette douleur chronique post-opératoire avec une prévention, une gestion optimale de la douleur précoce post-opératoire, puisqu'il y a des liens. On sait que la gestion de la douleur permet en plus une accélération de la reprise, une meilleure récupération, une rééducation de qualité et une réduction des frais de santé, ce qui est important. Et enfin, il faut éliminer et identifier les causes organiques de ces douleurs chroniques, parce qu'il ne faut pas dire que c'est une douleur post-opératoire s'il y a une complication ou un problème. Donc, je vais développer le rôle du chirurgien avant la chirurgie. Et il y a des études qui ont montré que les opioïdes préopératoires, en dose importante, sont un facteur de risque post-opératoire. Et Valgy avait montré que sur 200 000 patients, il avait 8,8% des patients qui utilisaient des opioïdes avant chirurgie. Et ces patients avaient plus de douleurs post-opératoires, des séjours plus longs, un taux de réanimation plus long, un coût plus important. Et donc, chirurgie à temps, ça veut dire quoi? Ces patients qui ont besoin d'une chirurgie, il ne faut pas d'acharnement du traitement orthopédique. L'exemple, c'est la prothèse de genou qui est douloureuse depuis un certain temps, qu'on voit tardivement avec des traitements médicamenteux lourds chez les patients qui vont avoir des mauvais résultats puisque finalement, ils ont eu une douleur préopératoire qui va se répercuter en post-opératoire. Attention à la chirurgie avec l'algodystrophie, pour nous, c'est vraiment une douleur très, très embêtante. On est très vigilant sur ces patients. Un autre deuxième exemple, moi je suis chirurgien du sport, je perds les ischio-jambiers, c'est une pathologie qui doit être prise en charge en urgence. Et 50% des patients sont pris en charge secondairement par une absence de diagnostic ou un mauvais traitement. Et ces patients ont plus de mal à guérir chirurgicalement et surtout on présente beaucoup plus de douleurs post-opératoires. Donc la chirurgie à temps, c'est nous, c'est notre rôle et c'est important. Il faut dépister bien sûr les patients risques. C'est des douleurs préopératoires présentes du site chirurgical, importantes, ou un autre endroit, un patient qui est un peu polyalgique. On est très vigilant, nous, on dit qu'est-ce qui va se passer après la chirurgie, est-ce qu'ils ne vont pas avoir des douleurs post-opératoires importantes. La comorbidité, ça va être développé après sur les troubles du sommeil, l'anxiété, etc., les burn-out, et les douleurs post-opératoires aiguës, très importantes, sévères et mal contrôlées, d'où le rôle de l'anesthésiste, de l'analgésie péri- et post-opératoire avec nos partenaires. Un rapide mot sur l'algodystrophie, la douleur régionale complexe syndrome. C'est quelque chose qu'on craint beaucoup parce que quand ça s'installe, on a beaucoup de mal à les traiter. C'est souvent des traumatismes avec une réponse exagérée. On le voit bien dans les entorses bénignes de cheville. Il y en a, je crois, 6 000 par jour en France, des entorses. Et ces patients qui ont des entorses bénignes sans gravité peuvent développer des algodystrophies sévères
Et point de vigilance aussi sur ces patients, sur la prise en charge, chirurgicale ou pas, pour ces douleurs. Une immobilisation prolongée, des plates prolongées. Donc on fait de plus en plus une chirurgie immobilisation limitée. Après, tous les facteurs de risque, traumato, médicaments, tabagisme, etc. Et attention aux suites chirurgicales de ces syndromes. Alors, pendant la chirurgie, on peut faire autre chose aussi. Il y a une étude de Ligne qui a montré que sur 600 patients opérés, la moitié était avec un bistouri électrique. Le bistouri électrique, on l'utilise pour faire l'hémostase, pour éviter que ça saigne. Mais on l'utilise aussi en section pour couper les tissus. C'est très efficace. Et il a montré que dans la prothèse totale de genou, avec une lame de bistouri froide, il y avait moins de douleur post-opératoire qu'avec le bistouri électrique. Et on utilise beaucoup le bistouri électrique. Et c'est ce qui paraît assez logique parce que finalement, le bistouri électrique va brûler les tissus. Et on peut imaginer que brûler des tissus avec des petits rameaux sensitifs périphériques, ça peut traîner plus de douleur. Donc, il n'y a pas d'indication à faire que du lame froide, mais ce que je veux dire, il faut y penser à ça. Le temps opératoire, ça a été bien montré, Chan l'a montré, sur presque 600 patients opérés, quelle que soit la chirurgie, thoracique, lombaire ou digestive, on a 32% de douleurs modérées à sévères présentées. Et il a montré qu'une chirurgie plus longue, plus de 2 heures, il y avait plus de douleurs. Ça paraît aussi logique, plus d'ischémie, plus de gestes, on écarte les tissus, etc. Le garrot. Moi, je suis chirurgien du membre inférieur, mais on fait aussi sur le membre supérieur. C'est très pratique d'utiliser un garrot pour pouvoir opérer. Ça saigne moins, on est efficace. Malheureusement, on utilise plus d'antalgiques post-opératoires et plus de douleurs. Et on a vu que le seuil était de 60 minutes. Alors, on sait qu'on utilise un garrot jusqu'à 2 heures sans difficulté, sans complications, mais on sait aussi que moins de 60 minutes, on limite probablement les douleurs, peut-être par une ischémie minime, pratiquement pas visible, qui entraîne des douleurs. Donc, limiter le garrot, si on peut, c'est mieux. Et aujourd'hui, de plus en plus de chirurgiens, par exemple, font des prothèses totales de genoux sans garrot. Ça saigne un peu plus, mais il y a moins de douleurs. Et ça, il y a moins de complications aussi. Le garrot, parfois, les anesthésistes n'aiment pas trop pour les problèmes cardiovasculaires. Enfin, le rôle mini-invasif, l'arthroscopie, les mini-abords dans la hanche, dans le genou, ça s'est énormément développé ces 20 dernières années. Et on a bien montré que dans la prothèse totale de hanche, le mini-abord, le mini-invasif, est beaucoup moins pourvoyeur de douleur qu'une voie classique à ciel ouvert importante. Dernier point, ça c'est le chirurgien en accord avec l'anesthésiste, l'infiltration locale anesthésie périarticulaire. Ça a totalement changé les suites opératoires. Je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, on opère les patients sous anesthésie générale, on ouvrait, refermait, on s'en occupait plus. Et les patients au réveil se sautaient en l'air avec des douleurs et c'était terrible. Aujourd'hui, on fait de plus en plus d'anesthésie loco-régionale et nous, chirurgiens, on infiltre. Ropivacaïne ou d'autres traitements, on peut associer d'autres traitements. Et c'est extrêmement efficace sur la douleur post-opératoire immédiate, mais également, on l'a vu, sur les risques de post-opératoire douleur chronique. Après la chirurgie, toute la partie douleur, on la confie à nos collègues anesthésie, ils vont donner toutes les drogues qu'il faut, etc. Mais nous, on peut encore agir avec les pansements, les immobilisations, les attelles, on en a parlé, et la cryothérapie, qui aussi s'est énormément développée ces dernières années, notamment la cryothérapie compressive, ce qu'on appelle les Game Ready ou les différents systèmes. On va mettre de la glace en compression alternative tout au long de la journée. On peut même, sur certaines prothèses, en mettre 5-10 fois par jour avec des périodes de 20 minutes. Et on a montré qu'il y avait une récupération plus importante et plus rapide sur la douleur. Et que la cryothérapie associée à une compression donne de meilleurs résultats. C'est 2 études, une qui est en cours de publication dans notre équipe. Et Watt avait montré aussi en 2003 qu'on avait une meilleure résultat de la cryothérapie compressive et moins de consommation d'opioïdes. Enfin, à distance, on a vu tout à l'heure la définition de cette douleur chronique post-opératoire, et je l'ai mis en rouge en bas, sans autre cause attribuable. C'est-à-dire que c'est un patient qui va bien, le geste chirurgical est terminé, tout va bien, il a quand même des douleurs. Donc notre rôle, nous chirurgiens, c'est d'éliminer ces complications éventuelles. Et quelles sont les causes de ces douleurs? Parce que si on peut avoir un geste thérapeutique pour soulager, avant la prise en charge douleur, c'est important. Donc il y a les causes intrinsèques directement liées à la procédure, les infections, les hématomes, les problèmes d'implants, en prothèse de genou, de hanche, les décellements, etc., les usures. Il faut absolument les éliminer. Les causes extrinsèques, c'est-à-dire les causes qui sont à côté de l'articulation, mais pas forcément liées par exemple la prothèse en direct. Les conflits du psoas, vous les connaissez peut-être, on va en reparler après, c'est les tendinopathies à côté de la prothèse de hanche, à côté de la prothèse de genou, les douleurs projetées, les hypersensibilités au métal, les allergies. C'est rare, mais ça existe, c'est des causes de douleur.
Donc là, je vais rapidement développer les causes de douleur sur chaque membre inférieur, par exemple sur la prothèse. Et probablement que l'infection sur prothèse est une des causes les plus importantes de douleurs post-opératoires qu'il faut absolument diagnostiquer. Facile, vous avez un patient qui vient 2 mois après avec un énorme genou, une fistule qui coule ou du pus. Bon, c'est une infection, il a une douleur post-opératoire. Le traitement, vous le mettez au bloc, vous le traitez. Mais on a quand même beaucoup de prothèses douloureuses, torpines, dont le diagnostic est difficile. Il faut des critères, plusieurs critères pour faire le diagnostic. Et il ne faut pas hésiter à répéter l'examen. Des ponctions, des scintigraphies au liquide marqué, des arthroscanners, pour faire le diagnostic. Avant de dire c'est juste une douleur post-opératoire, on va l'envoyer au psychologue, au médecin de la douleur pour traiter. C'est absolument important de faire ce diagnostic. La PTH douloureuse, ça peut être une fracture périprothétique qui peut être péropératoire, qu'on ne voit pas, c'est une toute petite fissure et qui, dans les 2 mois, va casser. Alors en général, c'est des tableaux plus aigus, mais on peut avoir des micro-fissures qui peuvent entraîner ça. La fracture de l'implant, pareil, c'est pas forcément un implant, c'est pas on tombe. Ça peut être une micro-fracture, une fracture de fatigue qui casse un implant. Là, il faut faire radio-scanner, il faut faire le diagnostic. L'instabilité de la hanche, une malposition, une luxation, une subluxation, une usure d'aissellement. Toutes ces choses-là, il faut les diagnostiquer avant de dire que c'est une douleur post-opératoire. Le conflit iliopsoas, je vous en ai parlé, c'est simplement qu'il y a un débord du cotyle au niveau du psoas, le tendon frotte dessus, ça fait un ressaut, et ça crée des douleurs. Et c'est des patients qu'on a beaucoup de mal à traiter. D'abord, on a du mal à faire le diagnostic. Parfois, ils traînent pendant 1 ou 2 ans avec leur douleur, on les confie au médecin de la douleur, et puis finalement, on se rend compte que c'est juste un conflit, il faut traiter ce conflit, et le patient est soulagé. C'est un débord du rebord du cotyloïdien. En résumé, je ne vais pas développer ce tableau, mais l'idée d'une prothèse de hanche douloureuse, il y a tout un organigramme pour faire un diagnostic et un traitement pour éliminer toutes les causes. On ne va pas le développer parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La prothèse de genou douloureuse, on a un peu évoqué tout à l'heure avec les différentes causes, et notamment l'infection. C'est vraiment ce que nous, chirurgiens, on craint le plus. C'est une des premières causes d'échec avant 2 ans des prothèses sautables de genou. Et on en a parlé tout à l'heure. Le tableau aigu, c'est facile. Le tableau chronique, c'est fréquent et c'est difficile et on traîne assez souvent sur ces diagnostics. Et c'est à nous, chirurgiens, de faire le diagnostic de cette infection. Le décèlement aseptique, ce n'est pas tout à fait le même tableau. C'est une douleur chronique, plutôt après 2 ans. Et ça aussi, ce sont des diagnostics difficiles qui traînent, notamment sur les unicompartimentales, les demi-prothèses. On a des patients qui commencent à avoir des douleurs 1 ou 2 mois après l'opération et qu'on se rend compte de décèlement à peu près 2 ans après parce que ça met un tout petit peu de temps. Ils ont un parcours avec nos collègues anesthésistes et médecins de la douleur pour traiter et on se rend compte que c'est un décèlement qu'il faut traiter et on soulage les traitements. Les usures, les ostéolyses, les instabilités ligamentaires, sur un geste chirurgical, il peut y avoir une instabilité du ligament latéral interne qui va progressivement donner des douleurs d'instabilité, des douleurs, des défauts d'implantation des implants, les fractures périprothétiques comme sur la hanche, ou la fibrose, l'arthrofibrose, c'est les raideurs qui vont entraîner des douleurs post-opératoires. Toutes ces causes, il faut quand même les connaître, les éliminer avant de confier aux anesthésistes. Je suis chirurgien du sport, donc on fait beaucoup de chirurgie ligamentaire. On fait à la clinique à peu près 1200 ligaments croisés par an dans notre équipe. Et on a des LCA post-opératoires douloureux. Il y a des causes traumatiques, des fautes techniques, des causes biologiques, des causes mixtes. Et en fait, le LCA douloureux, il y a de moins de 3 mois. C'est souvent des erreurs techniques. La cause principale, c'est un défaut de fixation, c'est une vis de travers, un mauvais positionnement du tunnel. Je vous rassure, ça diminue énormément ces fautes techniques parce que les chirurgiens en France sont bien formés. Il y a des bonnes écoles et globalement, on n'en voit quasiment plus, on ne devrait plus en voir. Mais ça a été une des grandes causes d'échec des douleurs post-opératoires des ligaments. Le cyclope, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une arthrofibrose, une fibrose qui s'installe devant le ligament croisé. C'est post-opératoire. C'est un patient qui cicatrise un peu trop et ça donne des flessomes, des défauts d'extension, des douleurs chroniques. Et ça se développe entre 2 et 6 mois. Donc on est tout à fait dans les douleurs chroniques post-opératoires. Et avant de faire le traitement pur, il faut vraiment l'éliminer par une imagerie. On fait des IRM, des imageries, et un traitement, on soulage le patient. Et bien sûr, l'infection, qui sont devenues quasi rarissimes aujourd'hui dans la ligamentoplastie, puisqu'on a des protocoles d'antibiotiques péropératoires et d'antibiotiques d'imprégnation du greffon par la vancomycine, qui ont transformé nos suites opératoires de 0,8 à 1% d'infection à 0,01%, on n'a quasiment plus, ce qui a changé les suites.
De 3 à 12 mois, c'est les erreurs techniques, on les a vues, mais c'est aussi les lésions secondaires passées inaperçues. C'est une lésion méniscale qu'on n'a pas vue, c'est une lésion ligamentaire qu'on n'a pas traitée. Là, pareil, il faut être prudent sur ce diagnostic et faire le traitement. Des rééducations intensives. Vous avez nos patients qui viennent nous dire, docteur, je veux une rééducation à fond en post-opératoire, je veux aller très vite. Et on pousse, on pousse, on pousse. Il y a un surmenage et on se retrouve avec un gros genou. Donc, il faut juste ralentir et ça va récupérer. Enfin, les erreurs de diagnostic, ça c'est pour les 3-12 mois. Voilà. Et enfin, pour la ménisectomie, c'est le troisième pan. On a parlé de l'arthroplastie, la ligamentoplastie, la ménisectomie. Je vous avais dit tout à l'heure, 150 000 ménisectomies par an en France. Il n'y a pas c'est une chirurgie qui devrait être banale, enfin pas banale, mais simple et sans douleur. Mais on a quand même des douleurs. Ça peut être l'erreur de diagnostic initial. C'est une lésion cartilagineuse associée, c'est-à-dire une mauvaise indication, lésion méniscale et arthrose. On n'a jamais guéri l'arthrose avec l'arthroscopie. Donc on se retrouve avec des patients, après 40, 50 ans, avec des douleurs résiduelles parce qu'on a fait un mauvais diagnostic au départ. Ou des laxités associées, rupture du croisé, lésion méniscale. Si vous traitez que le ménisque, il restera douloureux parce qu'il est instable. Donc il faut faire un bon traitement. Ou une ostéonécrose associée, c'est-à-dire que, attention, chez les patients plus âgés, ça peut être de l'arthrose, mais la nécrose ne guérit pas avec l'arthroscopie. Donc on fait le traitement, les patients sont heureux et rediagnostiquent. Deuxième cause, c'est les causes iatrogènes. C'est les lésions cartilagineuses péropératoires. Je vous rassure, elles sont très rares. Lubovitch avait décrit 31%. Il peut y avoir quelques rayures sur le cartilage, mais la vraie lésion cartilagineuse est horriblement rare, sauf peut-être dans les centres peu expérimentés avec des chirurgiens débutants. Il faut être vigilant parce que ça peut donner des causes de douleurs post-opératoires. Les résections insuffisantes, ça c'est quand vous avez un ménisque, vous n'avez pas tout enlevé, il reste une fissure. Attention, il faut être prudent sur le geste chirurgical, mais avoir un geste qui soit précis. Et puis, les entorses du LLI, en pratique, on travaille en arthrostress, et de temps en temps, on force un peu pour ouvrir le compartiment, et on peut faire des petites entorses du plan ligamentaire interne, c'est plutôt les femmes âgées. Ça n'a pas de conséquences, ça guérit bien, mais ça donne des douleurs post-opératoires. Et enfin, 2 complications désastreuses, et qui sont un vrai problème en chirurgie ménisectomie, c'est ce qu'on appelle la chondrolyse post-ménisectomie, le plus souvent externe, le plus souvent des patients jeunes. En 2 mots, c'est simple, c'est l'arthrose en 6 mois. C'est une chondrolyse de tout le compartiment externe en 6 mois. On ne sait pas très bien la cause, c'est probablement du surmenage, une reprise trop rapide, et les traitements sont difficiles. Ça fait partie des diagnostics qu'il faut faire éliminer avant d'envoyer à la prise en charge de la douleur. Et l'ostéonécrose post-ménisectomie, c'est plus âgé. C'est simplement probablement un défaut de contrainte, enfin, une modification de contrainte après ménisectomie, et ça donne des ostéonécroses secondaires plus âgés, et souvent on évolue vers une indication d'une prothèse unicompartimentale ou une prothèse totale. Donc ça, c'est le rôle du chirurgien, j'essaie de le développer, c'est ce que nous on peut faire. Il y a le rôle de l'anesthésie, on va le voir juste après. Bon, ça va être développé, c'est rechercher les patients à risque, les chaînes numériques, les DNA, etc. Et le rôle dans la prise en charge de ces douleurs, c'est-à-dire que nous, on travaille toujours en équipe, en pair, en post-opératoire, et on confie cette prise en charge à nos anesthésistes pour la prise en charge. Enfin, il me reste 1 minute pour la conclusion. La douleur chronique post-opératoire, pour moi, elle est chirurgicale. Finalement, c'est le chirurgien qui en est quasiment la cause. Il est responsable de cette douleur. On travaille ensemble, mais c'est nous. Donc, il faut vraiment chercher les facteurs favorisants avant chirurgie. C'est le chirurgien, mais l'anesthésiste. Des bonnes indications chirurgicales, ça, c'est nous. Il ne faut pas se tromper sur les indications, pas être excessif, mais le faire à temps. Ne pas attendre. On a beaucoup de rhumatologues qui nous envoient les prothèses de genoux très, très tardivement, en disant oh, on va y arriver. Et c'est dommage, on fait une chirurgie qui est efficace, qui donne de bons résultats. Il faut nous les envoyer un peu plus tôt et ne pas trop attendre, pas arriver sur un patient en fauteuil roulant avec des morphiniques en pérose toute la journée. Améliorer nos techniques chirurgicales et l'ALR. Et à la clinique du sport, on fait énormément d'ALR et ça a totalement changé en 20 ans notre prise en charge chirurgicale. Notre rôle à nous, chirurgiens de l'infiltration loco-régionale, nous, on doit injecter tous nos patients la cicatrice, autour de la cicatrice, en intra-articulaire, en fonction. Enfin, il faut infiltrer, ça change totalement les suites chirurgicales. La cryothérapie qui a un essor énorme aujourd'hui avec toutes les machines qui font de la compression continue et on glace nos genoux. Et pour ceux qui ont déjà été opérés, vous verrez, glace ou pas glace, ça change tout. Et puis bien sûr, éliminer les causes. Ça, c'est notre rôle. On élimine les causes et après, on confie très précocement à nos confrères anesthésie, médecins leaders, psychologues pour cette prise en charge qui, une fois qu'elle est installée, est quand même compliquée. Et nous, chirurgiens, on est un peu malheureux. On a l'impression d'avoir fait un bon geste chirurgical
et on n'a pas un très bon résultat avec cette douleur qui persiste. Voilà, je vous remercie.